Bonjour, et je vous souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui sont venues faire l'effort de venir jusqu'à l'Institut Egmont pour la CVN d'aujourd'hui. Et bien sûr, la bienvenue à toutes les personnes qui vont suivre en ligne. Euh, je crois aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial dans la série des séminaires que nous organisons avec l'Institut Egmont, parce que bon, c'est un sujet peut-être assez technique, mais qui a une importance capitale, je crois, pour le Congo et peut-être pour l'Afrique centrale. Euh, Nous avons vraiment l'honneur de recevoir chez nous Madame Cassens, qui, que je ne dois presque plus présenter, hein, mais je crois que tout le monde sait qu'elle a joué un rôle extrêmement important dans le développement de l'expertise de la société civile au Congo sur le secteur minier. Une expertise, si je crois, qui a déjà commencé depuis les années 90, mais qui a surtout pris son envol avec l'analyse des contrats miniers qui a lieu après la guerre du RCD au Congo. Et c'est à partir de ce moment-là qu'à travers l'action du Centre Carter, Azado et d'autres organisations, que la société civile au Congo a développé, acquis une expertise impressionnante sur tout ce qui est secteur minier dans un effort de prise en main de l'analyse du secteur bon, dont dépend quand même plus de 90% de cette exportation du Congo. Euh, alors, vous vous souvenez sans doute que c'est juste après la première, donc au début de l'arrivée au pouvoir du président Joseph Kabila, qu'on a négocié le grand contrat infrastructure contre mine avec les entreprises officielles chinoises. Je crois que c'est difficile de trouver quelqu'un qui a mieux suivi l'évolution de ce contrat que Mme Cassens, un contrat qui a été renégocié plus récemment. Et je crois pour connaître un peu les dessous des cartes de tout ce dossier, euh, je vous remercie beaucoup d'être venu chez nous. Merci. Et voilà. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde qui est ici présent et qui est en ligne de venir un mercredi après-midi à une session qui va parler d'un contrat. C'est pas tous les jours que les gens se mobilisent pour écouter l'histoire d'un contrat. Euh, un contrat qui a eu beaucoup de noms. Contrat du siècle, c'est comme ça que Egmont vous a attiré ici. Contrat du siècle, contrat troc, contrat minerai, contrat infrastructure, contrat sino-congolais. Ça, c'est tous des variantes pour parler en fait de la même chose, qui est un accord qui a été signé d'abord en 2007, 2008, 2009. C'est là vraiment que ce contrat voit le jour. Et je pense que la raison pourquoi Eric a trouvé bon aussi de faire cette session, c'est qu'on s'est retrouvés il y a à peu près 6 semaines, je pense, enfin je sais plus, à peu près le mois dernier, on s'est retrouvés dans un cadre pas loin d'ici, à une conférence, à un panel, et j'étais assise à côté d'un ami congolais, chercheur, qui disait oui, finalement, le contrat Sicomine, ça c'est un autre nom qu'on utilise pour ce même contrat, finalement, maintenant qu'on l'a renégocié, c'est quand même pas si mal. Et là, je ne sais pas, mais je me suis prise un peu d'émotion et je dis, mais comment est-ce qu'on peut dire que ce contrat maintenant va mieux? Oui. Donc, on s'est retrouvés un peu en plein panel comme ça à discuter est-ce que le contrat, maintenant qu'il a été revu, est-ce qu'il est mieux maintenant qu'avant? Et on n'était pas forcément tout à fait d'accord. Et donc, je suis très contente d'avoir un peu d'espace pour expliquer euh, ce qu'il était au début, ce qu'il est devenu, et là où on continue aujourd'hui à avoir quand même certains soucis. Euh, pour le faire, il faudrait peut-être d'abord qu'on rentre un peu en arrière et on place le contrat sino-congolais dans son contexte, là où il a été renégocié, où il a été négocié à la base, où il a été conclu à la base. Euh, et c'est évidemment le contexte qu'Éric vient déjà de mentionner, qui est Joseph Kabila vient de se faire élire en 2006, a promis un programme d'infrastructure, euh, les 5 chantiers. Je pense que c'est un concept, tout le monde qui suit un peu le Congo connaît évidemment bien ce concept. Euh, Sauf que, et évidemment, il y a une manne au Congo vers laquelle on se tourne souvent et on entend toujours beaucoup de choses au Congo. Ce sont évidemment les ressources naturelles de façon générale, les ressources minières en particulier, notamment le cuivre et le cobalt du Katanga en particulier, de l'ex-Katanga en particulier. C'est surtout vers ça qu'on se tourne et qu'il y a énormément d'attentes.
on peut en discuter, on peut avoir probablement 3 heures de discussion si c'est une bonne chose d'attendre tant de choses de ces mines. Mais en tout cas, c'est vers là que souvent on se tourne. Alors, quel est le modèle à l'époque qui est là? C'est le modèle du code minier qui a été adopté en 2002, un code minier qui se veut libéral, qui se veut un peu le modèle de la Banque mondiale. Et il est basé sur un concept où en fait on part des ressources naturelles, notamment les ressources minières, on signe des contrats où on donne des licences à des sociétés privées, typiquement. Pardon, je parle du modèle tel qu'il est prévu dans le code minier. Hein. On donne ça à des entités privées, des sociétés privées. Elles vont produire du cuivre, du cobalt, du diamant, autre chose. Ça va générer des recettes fiscales notamment. Ces recettes fiscales vont aller vers l'État et ensuite c'est l'État qui prend le relais. Évidemment, l'État intervient déjà avant, c'est l'État qui donne les licences, c'est l'État qui va superviser la production, ouais. Mais vraiment le rôle de l'État en matière de maintenant commencer à développer sur base des ressources naturelles, ça commence à partir de la collecte des taxes, l'allocation des taxes, la dépense des taxes. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve très, très clairement dans le code minier. Il faut le lire, hein, enfin, ça fait 180 pages, mais l'essence même du code minier, c'est ça. Donc cette répartition entre, d'une part, l'État, d'autre part, l'entreprise minière. Sauf qu'on est en 2006, et à l'époque, la production, le secteur minier est en fait complètement à plat. Ouais. On a eu la Gécamine et les autres grandes sociétés étatiques qui étaient très actives dans les années 70, les années 80, qui généraient beaucoup de recettes, mais dans les années 90, elles tombent plus ou moins en faillite, de facto, elles tombent en faillite, leur production s'écroule, et on se retrouve en fait avec un secteur minier complètement à plat. Et donc, pour entrer dans ce schéma, où on veut que les mines vont servir au développement grâce aux taxes, bah, quand on ne produit pas encore beaucoup, il n'y a pas encore beaucoup de taxes. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a en fait pour l'instant de l'argent qui s'attend, qui s'attend, qui s'attend. Alors que Kabila, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut quand même, dans son premier mandat, déjà avoir des résultats. Ah, voilà le café qui peut être nécessaire parce qu'on va parler de contrat. Et donc, peut-être que le café va aider à tenir jusqu'au bout. Euh, et donc, quelle est l'idée derrière Sycomine? C'est de trouver un système différent, ad hoc, qu'on va négocier pour quand même avoir de l'argent frais dès le début. Ça, c'est vraiment la motivation principale. Euh, le modèle Sycomine, il est différent. Donc, hein, je retourne en arrière. Oh là, attendez. J'essaye de retourner en arrière. Hein, donc, le modèle code minier, on le connaît. Donc, les taxes, c'est vraiment central et c'est vraiment aussi central dans la division des tâches entre l'État et l'entreprise minière. Mais ici, on va faire autre chose. On va, en fait, toujours octroyer des sites miniers, comme, comme dans le code minier, ça, on va le faire. On va négocier un contrat avec des grandes entreprises chinoises. C'est cette entreprise chinoise, en partenariat avec la Gécamine, qui va produire. Mais au lieu de payer des taxes, on ne paye pas de taxes, exonération fiscale totale, ouais. Et en lieu et place, les entreprises chinoises apportent des prêts pour les infrastructures. Ouais. Donc c'est un modèle assez différent. Pas de taxes, pas d'argent qui va au trésor public, mais des prêts qui vont aller, qui vont rester chez la SICOMI. Oui. Donc on voit que même au niveau de l'argent public, c'est-à-dire ces prêts pour les infrastructures, cet argent va arriver dans les comptes de la SICOMI, de l'entreprise minière. Ouais, donc elle reste impliquée aussi au niveau de la comment, de hosting. Elle loge les fonds publics des infrastructures dans ses livres aussi. Et puis ensuite, pour l'allocation, alors là, oui, c'est principalement le gouvernement, mais on va y revenir, c'est pas vraiment le gouvernement comme on le connaît, c'est un bureau spécial sous la présidence, sous la supervision directe de la présidence, qui va ensuite définir comment est alloué cet argent qui est dans les livres de la SICOMINE, et elle va passer commande au même groupement d'entreprises chinoises pour ensuite mettre en œuvre ces infrastructures. Ouais. Et donc, les entreprises chinoises, contrairement au modèle du code minier où on paye les taxes et après c'est fini, après c'est à l'État de se débrouiller sur comment on va maintenant gérer les finances publiques, ça les regarde, les entreprises chinoises restent impliquées jusqu'au bout
dans l'exécution des projets d'infrastructure. Et c'est ensuite les bénéfices du projet minier qui vont rembourser ces prêts qu'on a donnés pour les infrastructures. Donc c'est un modèle économique assez différent, un modèle financier assez différent. C'est pas vraiment un troc, c'est pas 3 tonnes pour 1 million, enfin je sais pas, c'est pas ça, hein, c'est plutôt ce système-là que vous allez trouver dans le modèle Sycomine. Alors, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, attendez, parce que c'est très précis ici dans le... Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, si on les met à côté, l'un à côté de l'autre, quand on compare les deux modèles, la motivation principale, c'est donc, comme je l'ai dit, avoir de l'argent frais tout de suite en 2006, 2007, 2008, plutôt que d'attendre que les entreprises vont commencer à produire. Ça peut prendre parfois 5 ans, surtout faire des bénéfices, ça peut prendre 10 ans. Au Congo, ça peut prendre 20 ans parce qu'on a plein d'astuces pour ne jamais faire de bénéfices. Donc, plutôt que d'attendre très longtemps, comme dans le code minier, l'argent frais. Ça, c'était vraiment la motivation principale. Mais ce n'est pas tout. Évidemment, quand on est dans le modèle classique, les règles, elles sont toutes dans le code minier. Vous allez regarder, et au fait, au niveau fiscal, que ce soit en 2002, même après la renégociation, la révisitation du code minier, les règles sont là et elles sont plus ou moins claires. Voici ce que vous allez payer à chaque étape de votre projet, autant pour la production, autant pour les bénéfices, autant pour les salaires. Les règles sont là, hein. Alors que dans la convention sino-congolaise, les règles sur combien on va décaisser à quel moment pour les prêts, grand point d'interrogation, flou total. Ouais, donc on ne sait pas en fait quand cet argent frais va vraiment rentrer. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, ce sont des prêts. Ouais, ce n'est pas les taxes, une fois que vous les avez payées, en principe on ne vient plus vous embêter une fois que vous avez payé. Hein, en principe, vous êtes acquitté de votre devoir et puis c'est fini. Pour les prêts, évidemment, il faut que ce soit remboursé. En fait, l'argent n'est acquis pour le Congo qu'au moment où on l'a remboursé. Ouais. Et le quatrième point, c'est qu'au niveau circuit financier, on est dans un circuit parallèle. Ouais. Donc l'argent n'arrive pas au trésor public, comme on le connaît, avec tous les mécanismes qui viennent avec l'argent qui va au trésor public. L'argent va en fait à la SICOMINE et est géré de façon un peu artistique. J'y reviendrai. Un peu. Un peu artistique. Alors, parlons d'abord de l'argent frais et des règles vagues. La combinaison de ces deux choses-là a fait que ça, c'était vraiment un des vrais premiers grands problèmes, c'est que on ne sait pas quand l'argent va arriver. Et donc, au début, ça va. Au début, en 2008, bon, 2008, il y a une renégociation d'abord entre 2008 et 2009 parce que le FMI dit, vous dites 9 milliards, mais 9 milliards, c'est énorme. C'était 6 milliards pour des infrastructures et 3 milliards pour le projet minier. C'est énorme, ça va créer trop d'endettement. On renégocie. Donc d'abord, il y a un an de flottement comme ça. On renégocie le contrat et on dit non, non, d'accord, c'est 3 milliards pour les infrastructures et 3 pour le projet minier. Et au début, ça se passe relativement bien, cette idée d'avoir de l'argent frais. Ouais. Donc, tout d'abord, il y a un grand pas de porte qui est payé. Ça, c'est de l'argent, par contre, une fois que c'est payé, ça reste chez les parties congolaises, même si la destination de ces fonds, je pourrais en parler aussi pendant très longtemps. Mais donc, il y a d'abord un grand pas de porte qui est payé. Et puis, il y a quand même des prêts qui se décaissent entre 2009 et 2012. Il y a plus de 400 millions de prêts qui sont décaissés, ce qui serait beaucoup plus que ce qu'on pouvait attendre en termes de taxes pour le code minier. Donc au début, ça va bien. Et puis les problèmes commencent parce que en fait, c'est une convention tellement spéciale et tellement exceptionnelle et tellement aussi différente du code minier et pas compatible avec le code minier qu'il y a une clause dans la convention qui dit le Parlement quand même doit approuver cette convention parce qu'en fait, on est en train de mettre complètement de côté le code minier. Donc le Parlement devrait l'approuver. Et le Parlement ne l'approuve pas et ça prend une éternité. À tel point qu'à un moment, la banque chinoise, elle dit, oui, mais attendez, nous, on est en train de décaisser, décaisser, décaisser. Mais en fait, on ne sait même pas si on est dans la loi. En fait, non, on sait un peu qu'on n'est pas dans la loi. C'est pour ça qu'on a mis cette clause. Donc, s'il vous plaît, votre Parlement, à un moment, il va falloir quand même qu'il adopte cette loi. Et ils le font qu'en 2014. Et donc, il y a quelques années, comme ça, entre 2012 et 2014, où le projet est plus ou moins, au niveau des infrastructures, est complètement bloqué. Parce que justement, Exim Bank Chine se retire, enfin, dit, moi, je ne décaisse plus rien tant que cette loi n'est pas adoptée. Et donc, les entreprises chinoises, les grosses entreprises chinoises portent un peu le projet en attendant et on est un peu dans ce flou.
Et puis même après, donc la loi adopte finalement une grande loi qui consacre l'exonération fiscale totale pour la SICOMIN. Donc voilà, maintenant c'est validé dans le Parlement. C'est la loi sur les partenariats publics-privés. On voit clairement un peu une exception. Enfin, clairement, c'est pas très clair, mais quand on connaît, on sait que c'est là. En tout cas, on valide cette exonération fiscale. On dit d'accord, ils vont pas payer de taxes. On rentre dans ce système de prêt. Mais même après, les décaissements vont beaucoup plus lentement, 100 millions, 50 millions, etc. Entre autres aussi parce que les deux mines qui ont été octroyées, il s'avère qu'elles sont en fait complètement noyées et qu'au niveau des réserves, c'est un peu décevant du côté Sycomine. Donc en fait, là aussi, ils commencent à vraiment regarder de plus près les réserves et ils se disent, on pensait qu'on avait un meilleur gisement que ça. Par exemple, ils pensaient avoir beaucoup de cuivre et de cobalt. En fait, en termes de cobalt, c'est très pauvre. Il n'y a presque pas de cobalt dans le site Sycomine. Par exemple, alors qu'on avait promis 600 000 tonnes de cobalt, c'est énorme. C'est la production congolaise aujourd'hui fois 3 toute l'année, de tout le secteur. On avait promis autant. Et pourtant, en fait, il n'y avait pas grand-chose. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont produit 33 000 tonnes au total depuis qu'ils ont commencé à produire il y a maintenant bientôt 10 ans. Donc, en fait, il n'y a vraiment pas beaucoup de cobalt dans ceci. Donc, déception, la loi, donc tout ça retarde beaucoup les financements à tel point que finalement, là, c'est 10 ans depuis la signature, on a finalement, au lieu d'avoir 3 milliards pour les infrastructures, on a moins d'1 milliard qui est rentré à titre, encore une fois, de prêt. Ouais, donc, ce n'est pas des taxes, hein, c'est des prêts. Euh, donc, déception, grande déception à ce niveau-là. Déception aussi au niveau des remboursements, parce qu'évidemment, encore une fois, il faut les rembourser, ces prêts, donc ce n'est pas de l'argent acquis. Et là, tout dépend des bénéfices de Sycomine. Et là, c'est vraiment le flou, on n'y voit pas clair du tout. Une chose qu'on a essayé de faire quand j'étais encore au Centre Carter, le bureau de Lubumbashi du Centre Carter, c'était ma vie précédente, on a essayé de comparer qu'est-ce que l'État aurait gagné avec le modèle code minier pour ce projet et qu'est-ce que l'État aurait gagné avec cette convention. On a essayé de comparer. On est allé au bureau qui gérait le projet. On est allé 15 fois vers ce bureau pour avoir les chiffres sur combien avait été encaissé, combien avait été décaissé, combien a été remboursé. Et 15 fois, on n'avait soit pas de chiffres, soit des chiffres qui changeaient, y compris pour le passé. Et c'est assez anecdotique parce que c'est des chiffres aussi qui intéressaient beaucoup le FMI, parce que le FMI veille à la dette publique. En fait, c'est prêt, c'est de la dette publique. Et moi, je voyais des chiffres qu'on recevait en 2011, et le même tableau, même format, en 2014, avait changé les chiffres de 2011. Bref, donc, en fait, pour avoir vraiment une idée de combien était décaissé, remboursé, etc., c'était extrêmement, extrêmement complexe. Et ça faisait partie d'un problème plus large, qui est ce circuit financier parallèle qui était peut-être aussi une des motivations pour la signature de ce contrat. C'était peut-être pas juste avoir de l'argent frais, mais c'était avoir de l'argent frais sur un circuit parallèle qui avait beaucoup moins de supervision que les taxes qui vont rentrer dans le budget, qui vont être allouées, où le Parlement doit voter une loi des finances, etc., etc. Donc tout un processus avec beaucoup d'acteurs impliqués. Ici, on avait de l'argent qui était logé qui est d'ailleurs toujours logé dans les comptes de la SICOMINE, avec une petite poignée de gens qui en décidaient. Et ça, ce modèle de gestion s'étendait à tous les niveaux. Donc, ce n'était pas juste au niveau financier, c'était même quand vous alliez sur terrain à Kolwezi poser des questions sur l'impact sur les communautés locales, donc vraiment des questions d'impact communautaire au plus, on vous disait ça, c'est présidentiel. Donc ça, en tout cas, on ne peut pas vous répondre parce que ça, même le chef de quartier, il pouvait dire non, non, mais ça c'est vraiment le président. Donc c'était un projet particulier aussi dans ce sens. Et donc, résultat des courses, euh, quand le nouveau gouvernement est arrivé, enfin, quand Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il y avait quand même un peu plus d'espace tout à coup de dire oui, mais en fait, ce contrat, ça ne va pas. Oui. Là où avant, c'était très sensible d'en parler, de critiquer, de dire attention, est-ce que tu sais ce que tu fais, parce que c'est quand même très sensible, etc. Ici, tout à coup, il y avait une certaine ouverture, non seulement ouverture, mais même des études commandées par l'État cette fois-ci pour voir où est-ce qu'on en est avec ce contrat. Ça a donné beaucoup d'espoir aux Américains que peut-être que si commune, on va s'en débarrasser. J'étais très sceptique par rapport à ça.
On peut aussi revenir sur l'aspect géopolitique de tout ça. Mais en tout cas, il y avait de l'ouverture. Donc, on a plusieurs instances qui vont commencer à regarder maintenant le contrat SICOMINE tel qu'il a été mis en œuvre. Et évidemment, les conclusions sont celles que je viens déjà de vous donner. Déception, déception, opacité, etc. Oui. Et donc, on décide de mettre en place une commission pour revoir le contrat. Euh, alors, c'est là qu'on entre un peu dans les médias. Donc, on apprend début 2024 que la commission a abouti à un accord et que on a pu débloquer 7 milliards de dollars pour les routes grâce à l'IGF. L'IGF étant l'Inspection générale des finances, une des instances qui avait fait l'analyse de ce contrat et constaté qu'il y avait énormément de problèmes, tout comme par exemple l'initiative pour la transparence des industries extractives, même chose, avait produit un très gros et en fait très bon rapport, peut-être plus activiste que nous on écrit. C'était très impressionnant. L'IGF là il y a peut-être plus de choses à redire, notamment sur les réserves, etc. Mais je vais vous épargner les détails. Mais en tout cas, l'IGF était impliqué dans cette renégociation des contrats. Et gros titre, 7 milliards de dollars pour les routes. Donc, à première vue, génial. Ouais, donc, ouais, argent frais, concret, tangible, etc. Alors maintenant, euh, pourquoi est-ce que, avec la coalition dont mon organisation Ressources Matter, ses membres, le Congo n'est pas à vendre, on a quand même publié au début de cette année une étude qui s'appelle Retour sur la renégociation de la Convention du mauvais au pire. Pourquoi est-ce qu'on écrit ça? Parce une fois qu'on va commencer à lire le texte renégocié, on va de nouvelles déceptions en nouvelles déceptions. Alors, d'abord, parlons des 7 milliards qui ont été maintenant obtenus dans cet accord. Alors déjà, il faut enlever évidemment ce qui a déjà été rentré comme prêt. Donc ça, c'est pas très clair. Et tout à coup, on ne nous parle pas de 825 millions, on nous parle de 1,3 milliard. Donc on ne sait pas la différence, elle est où. Ça déjà, on ne sait pas trop comment ça se fait que tout à coup, y a quand même de l'argent. Bah, c'était sous Félix, c'était sous Joseph, où est cet argent? Ça déjà, c'est un premier point d'interrogation. Mais surtout, évidemment, ces 7 milliards ne vont pas arriver d'un coup. Ouais. Ils vont arriver, alors, et c'est là on va rentrer, je vais vous demander de prendre encore du café pour vraiment tenir jusqu'au bout. Je vais vous expliquer à quel point je ne suis pas très convaincue que que ces 7 milliards seront vraiment encaissés un jour. Je vais d'abord peut-être parler des autres problèmes. Statut, est-ce que c'est de l'argent maintenant, l'équivalent des taxes ou des prêts? C'est pas clair dans le texte. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas clair dans le texte. Et donc, est-ce que c'est des prêts ou est-ce que c'est acquis pour le Congo? Bon, c'est pas un petit détail. Ouais, s'il faut le rembourser, ce sera fait à base de quel argent? C'est pas très clair. Alors, le FMI dit non, mais ils nous ont dit que c'est de l'argent acquis. Bon, s'il vous dit ça, c'est bien, mais moi, je vois pas ça dans le contrat. Donc point d'interrogation sur le statut de cet argent qui va rentrer. Les règles vagues, ça j'y reviens tout de suite. Et le problème reste toujours que cet argent ne va toujours pas au trésor public, ne va toujours pas dans le circuit régulier de la loi des finances, etc. On voit toujours à nouveau qu'on est en train de décider des projets dans un circuit parallèle qui ne se retrouve pas voté par le Parlement. Donc le problème de supervision reste complet. Euh, alors, ça va vraiment vous faire peur, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi je pense que ces 7 milliards ça risque de ne pas se faire. Alors, quand on regarde le texte de l'avenant renégocié, je vais peut-être prendre d'abord, peut-être regarder pas ça parce que c'est trop complexe, là, ça vous fait peut-être pas envie d'écouter. Imaginez que vous allez dans une boulangerie. Oui, vous allez dans une boulangerie et vous demandez au comptoir, vous demandez, je sais pas moi, deux pains. Et on vous dit, eh bien, le pain, oui, bah, au total, c'est 5 euros. Oui, deux pains, 5 euros. Euh, Et puis vous changez d'avis, vous dites, ah non, mais en fait, je veux 4 pains. Et on vous dit, ah ben c'est toujours 5 euros. Ça c'est l'essence même de ma critique de l'avenant actuel, hein, du contrat actuel. Alors, qu'est-ce qui a marqué dans ce contrat? Maintenant, je vais expliquer de faire ça avec du cuivre. Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce qui a marqué dans le contrat? C'est que l'entreprise va payer en fonction du cours du cuivre. Et c'est tout. Donc, que Sycomine produit 200 000 tonnes de cuivre, 400 000 tonnes de cuivre, 600 000 tonnes de cuivre, elle va payer
le même montant en fonction du cours de cuivre. C'est pour ça que je fais l'exemple avec le pain. Ouais. Que vous allez acheter 2 pains, 4 pains, 6 pains, vous payez la même chose à l'État congolais. Il n'y a pas marqué en fonction de la production. Non. Donc, quel est l'intérêt de la SICOMINE? C'est de produire, produire, produire. Ils vont payer la même chose, c'est pas grave. Ouais. Donc ça, c'est déjà premier problème. Le cobalt, vous l'emmenez avec. C'est pas marqué comment vous allez compenser le cobalt. C'est pas marqué non plus comment vous allez compenser les tonnes supplémentaires de cuivre. Il y a juste marqué si le cuivre est à 8 000 $ la tonne, vous allez payer 324 millions l'année. Ouais, ça, c'est ce qui a marqué. Si le cuivre est à 10 000 tonnes, 10 000 la tonne, pareil, 324 millions. Donc, tout le bénéfice supplémentaire donc 2 000 par tonne, c'est gratuit. Vous embarquez. Ouais. Si maintenant, donc, et ça c'est jusqu'à 12 000 même, donc entre 8 000 et 12 000, que le cours soit à 8 000 $ la tonne, à 12 000 $ la tonne, vous payez la même chose. Donc toute cette marge bénéficiaire de plus, c'est pour Sycomine. Donc ça déjà, moi quand je lis ça, je deviens complètement folle, mais je dois être la seule à devenir complètement folle. Alors, si maintenant ça baisse en dessous de 7 000, là on vous dit, on verra. On en parlera, on va discuter. Ouais. On va discuter, on va s'entendre. C'est ce qui est marqué dans le contrat. En fait, je vous encourage à lire le contrat parce qu'il n'est pas très long et il fait peut-être 10 pages. Hein. Donc c'est ce qui est marqué. Donc, si on va parler, on va discuter. Si ça baisse en dessous de, je pense, 5 200, oui, 5 200, vous ne payez rien. Vous embarquez seulement le cuivre. Vous ne payez rien. Ouais. Prenez seulement. Ouais. Le cobalt, déjà, vous prenez de toute façon, mais le cuivre, vous prenez seulement si ça baisse en dessous de 5 200 $ la tonne. Alors, on a fait des calculs maintenant. La seule partie qui est un peu intéressante, c'est entre 7 000 et 8 000. Je ne vais pas vous montrer la formule, il y a une formule. Ça varie. Oui, donc, c'est ce que vous voyez aussi là-bas. Même heureusement, je n'ai pas pris mes lunettes. Mais donc, vous voyez, là, c'est juste linéaire. Comme ça, il y a une formule qui va vous dire combien vous allez payer. Et donc, on a pris cette formule et on l'a appliquée sur la première année depuis la signature du contrat où la tonne était toujours au-dessus de 8 000. Oui. Mais sachez, entre 8 000 et 12 000, c'est pareil. Donc, voilà. Donc, on a calculé combien le Congo a perdu en une année. C'est 132 millions de dollars. Et donc, si on avait appliqué la formule qui est dans le contrat pour le 7 000, 8 000, on l'avait appliqué l'année dernière, on n'aurait pas eu 324 millions, on aurait eu 400, 460, etc. millions. Vous voyez, donc ça nous donne très concrètement déjà, ça c'est peut-être le grand avantage de ce contrat, on arrive à facilement calculer combien le Congo perd en n'ayant pas de formule variable. Mais encore une fois, le problème de base reste surtout qu'on paye toujours la même chose, peu importe la production, et donc ça donne plein d'effets pervers. On peut par exemple dire on va extraire le minerai, on va extraire ça, puis on va attendre que ça baisse en dessous de 7 000, et là on va négocier. Ou bien on va attendre que ça atteigne 12 000, et puis là on va vendre. Et donc en fait, ça donne plein de incentives comme ça pour en fait. Moi, j'ai juste une question. Cet argent, ces 324 000, c'est pas un don, c'est un prêt. Alors, c'est pas clair. Ah, d'accord. Donc c'est pas clair. Donc selon les paroles, c'est maintenant acquis. En fait, il y a marqué que c'est payé sur base du bénéfice de la société minière. Et donc, si avant, les bénéfices étaient utilisés pour rembourser les prêts, Ouais. et maintenant, c'est marqué, ce sera pris, cet argent-là sera pris sur les bénéfices. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas à rembourser. En fait, C'est pas clair. c'est pas clair. Mais avant la renégociation, c'était un prêt. Avant, oui. Et c'est un prêt avec un taux d'intérêt ou taux d'intérêt? Oui, taux d'intérêt. Donc, en fait, la LC Comi, il gagnait sur les deux tableaux, en fait. Oui, alors après, le FMI a essayé de geler le taux d'intérêt pour être sûr que ce n'était pas un taux d'intérêt super flexible. Ouais. Mais même donc, sur les 800 millions, au moment de la renégociation, il y avait toujours une partie qui était à rembourser alors que ça faisait 7 ans qu'ils produisaient. Ouais. Donc en fait, il y avait moins de 500 millions qui étaient déjà remboursés. Donc en fait, il faut voir ça comme l'équivalent des taxes. Sur 7 ans, ils avaient payé moins de 500 millions de l'équivalent des taxes. Quoi. Ok. Ouais. Donc ça c'est pour moi le problème principal. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi on accepte ça? Ouais, pourquoi on accepte vous exportez 200 000 tonnes, 300 000 tonnes, c'est pareil, vous payez la même chose. Bon, alors une des choses qu'on a découvert, c'est qu'il y avait un peut-être potentiel, bon, je vais appeler ça conflit d'intérêts, que en fait la commission du côté RDC qui était chargée de renégocier ce contrat, c'était une commission assez vaste
Et en fait, ce qu'on a constaté avec des documents à l'appui, des lettres de la SICOMINE, des lettres de l'IGF, c'est qu'il y a eu des jetons de présence qui étaient quand même relativement généreux pour un total de 22,5 millions de dollars de jetons de présence pour la partie congolaise qui était de l'autre côté de la table pour défendre les intérêts du Congo, payés par la SICOMINE, et ce sera déduit des infrastructures. Donc en fait, moi, je rigole parce qu'il y avait même des gens de la société civile qui étaient dans cette commission. Eux, ils ont touché à peu près, bon, pour certains que je connais, c'est 50 000 pour quelqu'un de la société civile qui était présent là-bas. J'ai dit, au moins, j'espère que tu vas bitumer le tronçon devant ta porte, parce qu'au moins, comme ça, il y aura des infrastructures pour pas seulement toi-même, mais pour aussi tes voisins. Donc, est-ce que ça a influencé cette attitude des négociateurs? C'est pas exclu. Euh, je n'ai pas du tout parlé de Boussanga. Boussanga, c'est le projet hydroélectrique qui est en fait couplé à ce projet. Je pourrais en parler aussi longuement, longuement que vous voulez. Il y a énormément de problèmes aussi visibles qu'avec, enfin, peut-être même plus visibles et plus faciles à expliquer encore qu'avec le projet sino-congolais. La dernière chose dont j'ai pas parlé, et donc on pourrait revenir dans les questions-réponses, parce que là, je pense qu'il faut un peu d'air. La dernière chose dont j'ai pas du tout parlé, c'est peut-être pour revenir un tout petit peu en arrière, c'est comme je vous disais, en fait, les sociétés sont impliquées donc, dans ce projet. La partie sino-congolaise est impliquée jusqu'au bout, y compris les infrastructures. Et évidemment, il y a eu plusieurs rapports qui sont sortis. Qui ont montré qu'en fait, les infrastructures sont surfacturées, mal faites, etc. Parfois, on a une route de 1,4 km qui coûtait plus de 20 millions, etc. Donc, on a évidemment aussi jusqu'au bout de la chaîne des problèmes de coulage des recettes de l'argent qui disparaît. Alors, la raison pourquoi j'en ai pas tellement parlé, c'est que c'est pas, euh, c'est pas unique au projet sino-congolais. Ce qui est unique au projet sino-congolais, c'est qu'on voit toute la chaîne. On voit tous les différents points de ponction possibles tout au long de la chaîne, mais évidemment, avec l'argent fiscal qu'une autre entreprise minière paierait, ça peut aussi se passer, cette surfacturation, etc. Le problème ici, c'est que ça a été inclus dans la conception même du projet, et donc c'est plus visible, c'est plus directement lié à Sicomine parce que les fonds sont faits dans ses comptes, mais j'en ai parlé un peu moins parce que c'est pas seulement la faute de ce projet-là, ça peut aussi se passer, comme vous le savez, dans d'autres domaines des finances publiques. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'ai une autre, oui, pardon, j'ai une autre question. Donc, Sicomine prête de l'argent au gouvernement congolais pour que le gouvernement congolais paye Sicomine pour faire les infrastructures. C'est Sicomine qui s'était en charge de fabriquer les Oui, infrastructures. alors, c'est le consortium sino-congolais. Donc, dans le consortium sino-congolais, depuis le début, les deux grandes entreprises sont en fait plutôt des entreprises routières et d'électricité que minières à la base. Ouais. Railway Group, ouais, donc Railway, Power China. Donc, en fait, déjà dès le début, même dans la société minière, les entreprises qui sont là sont en fait plus spécialisées dans les grandes infrastructures que... Et donc, en fait, dans la pratique, qu'est-ce qui s'est passé? Ah là, c'est terrible, en fait. Dans la, dans la pratique, vous avez vu, probablement ceux qui vont souvent à Kinshasa, Craig 7, Craig 4, Craig, etc. C'est China Railway Group. C'est des filiales différentes qui ont mis en œuvre les projets d'infrastructure dans le cadre de ce financement. Et d'ailleurs, elles ne mettent pas en œuvre que les projets de ce contrat. Parfois, elles gagnent des marchés pour la Banque mondiale. Hein, donc, parfois, elles participent, elles sont sur place. Oui, Et donc, parfois, elles peuvent compétir pour d'autres projets aussi. dans ce projet, la société chinoise a 100% des bénéfices pour l'extraction minière, prête de l'argent au gouvernement. Donc, elle a aussi un retour investissement sur taux d'intérêt et s'occupe à 100% des infrastructures. Donc, en fait, c'est les sociétés chinoises qui prennent 100% de tout. Alors, pas 100%, parce que dans la société Sicomine qui a été mise en place pour la mise en œuvre du projet, Ouais. il y a aussi la Gécamine qui est dedans. Ouais, Ok. donc, c'est pas 100%. Elle a 32% du projet. Et là, je peux vraiment rentrer dans la technicité de la technicité. Au fil du temps, au fil des, on est quoi, donc des 15-20 dernières années, on a à plusieurs reprises renégocié comment serait utilisé l'argent des bénéfices, pas très clairement défini d'ailleurs dans cette convention, mais à quoi ça servirait? Est-ce que d'abord on rembourse le prêt minier? Est-ce que d'abord on rembourse les infrastructures? Et combien est-ce qu'on paye pour les dividendes des actionnaires, c'est-à-dire les Chinois et la Gécamine? Et donc la Gécamine se retrouve quand même un tout petit peu là-dedans.
Et ça change au fil du temps. Là, c'est l'avenant 5, donc on l'a renégocié à plusieurs reprises. Et donc, l'astuce a toujours été effectivement de voir qui peut capter Mais cet argent. dans la pratique, dans la fabrication des infrastructures, est-ce qu'il y avait des sociétés non chinoises qui travaillaient Non, non, Voilà. surtout au début. Alors maintenant, c'est ça, oui. Il faut l'organiser, en fait, tout ça. Bah, En fait, moi, je j'ai vais, pas dit ça. je vais tout à fait rebondir à ce qu'il dit. En fait, au départ, j'ai l'impression que les projets que les Chinois visent, c'est surtout les infrastructures, où ils sont à 100%, parce qu'il n'y a pas de société congolaise dans la partie infrastructure. Il y a Gécamine seulement dans la partie mine. Oui, OK. Et donc, toute la partie infrastructure, c'est chinois. chinois. Et Ouais. donc, ils surfacturent tout ça, ce qui veut dire que même le peu d'argent qui va arriver, ils vont tout reprendre. C'est long, voilà, la façon dont Alors ils oui, vont monter tout le bazar. J'ai Camille, au moment qui grâce à ça. le débat est lancé. Oui, oui, mais alors c'est même un peu pire parce que Voilà. donc au début, donc pendant je dirais jusqu'à peut-être 2014-15, il y avait encore un peu de compétition entre ces différentes entreprises chinoises. Même si elles étaient dans le même groupe, il y avait un peu de compétition entre les différentes Craig, entre Craig et Power Channel. Il y avait un peu de compétition. Et puis à un moment, ils ont décidé non, on va faire une seule entreprise qui va faire tous les projets. Ah. Et donc là, c'était encore pire parce que toute compétition, même qui était déjà limitée, était complètement exclue. Alors maintenant, on a dans la renégociation, c'est une des choses qu'on voit apparaître dans les discussions. Donc les discussions il faudrait quand même qu'il y ait aussi des projets qui soient mis en œuvre par des entreprises congolaises, enfin autres que les grandes entreprises qui font partie du groupe. Mais sur terrain, pour l'instant, on ne le voit pas encore. Donc il n'y a pas là non plus des règles claires sur autant pour, etc. Donc, alors, Victor. Bonjour. Moi, je voudrais simplement résumer ma perception de ce problème. J'étais présent en 2008 lors de la signature de ce contrat cyclomique initial. Et en fait, au départ, c'est d'abord une opération politique. Était présent à la signature de ce contrat. Je crois qu'il y avait 16 ou 17 partis politiques qui étaient présents qui étaient présents le jour de la signature de cet accord. Et en fait, à l'époque, il était conseiller économique dans une agence des Nations Unies, et plus tard, il est devenu ministre. Daniel Moukoko, à ce moment-là, a fait un petit document de 3 pages qui posait déjà le problème tel qu'il se trouvait en l'état euh, en l'état présent de ce premier contrat. Je ne parle même pas des reconventions, etc. Et en fait, il apparaissait très clairement que les Chinois étaient juges et partis et que les Congolais n'avaient aucune possibilité de faire des vérifications quelconques sur ce qui était produit, ce qui était exporté, ce qui était valorisé, etc. Et donc, en fait, c'est un marché de dupes dès le départ. Et ensuite, les renégociations n'ont été que des occasions de se redistribuer le paquet. euh, et en fait, aujourd'hui, le résultat, c'est que cette convention est encore de plus en plus opaque, pardon. Et en fait, au départ de cette convention, les choses étaient relativement simples. Les Chinois finançaient des infrastructures pour un montant de 6 milliards et charge au Congo de rétribuer ces infrastructures avec des ressources naturelles. Et le vrai problème à ce moment-là, c'est que quel était le niveau de remboursement de ces ressources naturelles, puisque les Congolais n'ont jamais su qu'est-ce qui avait été produit, à quel coût, etc. Et donc, moi, je vais m'arrêter là, mais ce que je veux simplement dire en concluant, c'est que dès le départ, c'est une arnaque. Vas-y, je te laisse. En fait, je propose qu'on va avoir la question ici et puis après, on va passer aux personnes qui sont en ligne. Alors, pour les personnes qui sont en ligne, je crois que c'est mieux de poser vos questions
dans le Q&A. Donc, en ligne, on va la lire, on va répondre après. Je crois que c'est plus facile. Je ne veux pas m'empêcher de juste glisser juste deux petites questions. Je crois que vous avez mentionné tout à l'heure, Vous êtes réglé. après la question de Martin, vous avez fait allusion là, aux infrastructures. Là, donc, je ne sais pas s'il y a moyen de dire quelque chose sur qu'est-ce qui a été finalement réalisé comme infrastructure par le contrat. Puis deuxième chose, en fait, je me souviens que dans la presse congolaise, quand on a renégocié le contrat, on a présenté ça vraiment comme une victoire pour le Congo. Alors, je ne comprends pas très La bien. renégociation. Oui, comment est-ce qu'on a pu... Comment et pourquoi on a présenté la renégociation comme une victoire, tandis que je dis, bon, c'est moins que sûr que ça. Mais Oui, merci Eric. Et il est difficile de parler après Élise. Je connais bien Riff depuis 2018. Je l'ai vu pour la première fois à Dakar. Alors, je me suis intéressé sur ces questions, notamment à cause de ces analyses très pertinentes. Je suis Martin Lolo, je coordonne un mouvement qui s'appelle Forum Citoyen qui travaille notamment sur la question des SICOMIN. Immédiatement après la signature de l'avenant 5 que j'ai ici, que je peux vous partager pour ceux qui en ont besoin, nous avons organisé, parce que c'était un peu compliqué tout ça, après la renégociation, d'essayer de parler, de dire autre chose que ce que le gouvernement disait. On a organisé un atelier de la société civile où on a produit une déclaration démontrant notre lecture là-dessus et relevant les faiblesses qui ont conduit à ce qu'on a produit aussi des dépliants pour expliquer, bien sûr, en fait, c'était des outils de sensibilisation, mais aussi pour essayer d'interpeller les parlements, parce que le Parlement, qui était au départ impliqué pour la convention principale, a été mis totalement de côté dans le cadre de cette renégociation. Mais bref, pour revenir peut-être sur ce que nous avons fait, c'est que, en complément avec ce qui a été présenté, c'est qu'au départ, nous avons deux conventions. Il y a la convention de départ qui est la convention de collaboration, ce qu'on appelle le contrat chinois. Et puis, cette convention de collaboration a donné naissance à un enfant qu'on a appelé la convention qui a mis en place la coentreprise. C'est ça qu'on appelle SICOMIN. Ça veut dire c'est la SICOMIN qui vient pour mettre en œuvre ce qui a été conclu dans le cadre de la convention des bases, tout ça, mines et puis infrastructure, comment on le fait. Mais il y avait effectivement des problèmes. Pour revenir sur l'avenant 5, pourquoi on est revenu sur l'avenant 5? Il y a eu toutes les études, mais vous allez voir que, par exemple, il y avait des déséquilibres dans le capital, par exemple, des Sycomines. Vous avez Gécamine qui a 32%, et puis les entreprises chinoises qui ont 68% du capital départ dans le capital Sycomine. Et donc, ça posait problème. Les études ont relevé cela. Il fallait essayer de remonter la pente. C'est on a cet avenant 5, mais la situation dans ces communes reste la même, 32-68. Donc, pas de choses. La deuxième chose, je voulais marteler, parce que Elise l'a si bien dit, c'est le statut de 7 milliards 324 milliards. Donc, 7 milliards, 324 milliards, il faut les lire ensemble parce que 7 milliards, 324 milliards viennent de 7 milliards. Donc, il faut les 324 milliards par an, et donc par an, et donc tout ça pour que ça fasse 7 milliards. Et ça, c'est l'article premier qui donne toutes ces formules avec ces conditionnalités. Mais avant d'arriver là, je voulais revenir sur la nature, sur les statuts. La première et la principale innovation négative sur cette question, voilà pourquoi nous, au niveau de notre structure et du consortium de la société civile que nous travaillons, et je dis tout de suite que nous travaillons en collaboration avec Congo n'est pas à vendre dans tous les plaidoyers que nous faisons au niveau du pays, c'est que Élise vous a dit que au départ, la partie chinoise devrait amener des emprunts. Et là, ce n'est plus des emprunts. Ça veut dire que la partie chinoise a été dédouanée de son obligation d'amener des fonds pour investir dans les infrastructures. Et donc là, donc l'obligation qui était claire dans la convention de départ et même dans les autres renégociations disparaît complètement et la partie chinoise
n'a plus d'obligation. Et les 7 milliards ici, c'est à déduire dans le bénéfice de la SICOMI. On ne le dit pas, mais quand vous lisez cet avenant, et donc c'est comme ça qu'il faut, voilà pourquoi on vous dit que lorsque le taux de production ou la tonne est à 8 000 $, on prend ceci. Lorsque la tonne est à 7 000 $, on prend ceci. Donc vous comprenez que c'est lié à la production. Et donc là, l'obligation de la partie chinoise disparaît. Et donc ça, c'est l'une des innovations monstres qu'on a vu. Et donc, il y a ce problème-là. Il y a aussi le problème de l'extraction même. C'est que les Chinois extraient ou ce qui est produit, c'est pas seulement le cuivre et le cobalt. Il y a aussi d'autres minéraux qui ne sont pas pris en compte. Et il y a 2 études qui l'ont démontré. Et c'est ce qui avait même conduit à la renégociation pour qu'on prenne en compte au moins cela. Mais en tout cas, ça a disparu. Et donc, il y a vraiment un problème. Bon, peut-être je vais m'arrêter là pour et revenir s'il y a des questions. Mais je conclue pour dire que c'est moi, personnellement, je l'ai considéré comme la catastrophe que je n'ai jamais vue depuis le souvenir. Lui d'abord. Deux questions. D'abord. Parce que tu ne vois pas les choses. Oui, non, mais je suis en train de compiler et réorganiser. Alors, deux questions très courtes. Vous avez parlé du barrage de Buxandia, donc en quoi c'est l'illustration de l'inégalité de ce contrat? Et aussi, peut-être, on voit maintenant dans l'actualité d'autres contrats troc qui arrivent sur le devant de la scène. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir des contrats troc qui sont, on va dire, structurés, cadrés, gagnant-gagnant, ou bien est-ce que par définition, un contrat troc dans le secteur minier est perdant par essence, car on ne sait pas, on ne connaît pas qu'est-ce que donnera le gisement ou d'autres peut-être considérations dont vous pouvez nous faire part. C'est tout. Peut-être une dernière et puis après. Parce que là, ça sert entre. Là, on rentre de ces niveaux-là. Non, juste pour apprendre d'abord, merci et félicitations pour la présentation. Mais les contrats chinois ne sont pas une arnaque des Chinois. Les Chinois ne viennent pas, ne nous arnaquent pas. Non. Les contrats chinois, comme a dit monsieur, d'abord, comme et tous les autres contrats troc, même ceux dont on parle actuellement, soit les Américains ou quoi, c'est tout d'abord des opérations à but politique. Il y a des moments, par exemple, où le régime a besoin d'argent pour arranger ses élections. C'est de l'argent qui ne va pas sortir du trésor public, c'est de l'argent qui viendra de ce genre d'opérations. En ce qui concerne, par exemple, les fameux contrats chinois, je pense que Madame Plassin, vous avez dû rencontrer dans vos enquêtes ou quoi, euh, on a mis celui qui s'occupait de la, On a mis. la cellule spéciale, hein? Moïse, oui, qui aujourd'hui est quasiment en exil, et qui est remplacé par quelqu'un du pouvoir actuel. Ce que je voulais simplement dire, c'était que tout gros contrat minier en RDC a comme point de départ un besoin et un objectif politique du régime. On peut maquiller ça, voiler ça comme on veut, infrastructure contre minerais. Bon, les infrastructures, vous les chercherez de toute façon pendant longtemps. Hein, vous les chercherez quand même pendant longtemps. Mais même l'argent, moi je suis contre cette tendance à dire, voilà, les Chinois viennent piller l'Afrique ou quoi. Je ne suis pas sûr que les Chinois font plus d'argent
que la partie congolaise. Que la partie congolaise. Et je crois que dans le cadre maintenant d'autres conflits entre l'Occident et la Chine, souvent du côté Occident, on est peut-être plus regardant, on va peut-être fouiller beaucoup plus à chercher ce que la Chine pompe, mais pas ce que les Congolais eux-mêmes pompent là-dedans. Euh, Vous savez, un des grands malheurs de mon pays, c'est évidemment la manière dont on a évacué Mobutu. Je parle bien de la manière. Pas Mobutu devait partir, mais la manière et la raison pour laquelle on l'a évacué. On n'a pas évacué Mobutu parce il manquait de démocratie ou quoi, ce n'est pas la raison. C'est simplement parce que Mobutu, pour Mobutu, dans son entendement, ça, l'AGCAMINE, l'AMIBA devait rester des entités à 100% congolaises, appartenant à 100% à l'État congolais. Il ne voulait pas partager. Ça restait à l'État congolais. Et on voyait à l'époque, je vais donner l'exemple, notre fameux terril de Lubumbashi. Allez chercher les terrils aujourd'hui. Où sont passés ces terrils? Qui a vendu ou octroyé les contrats pour ces terrils? Les Chinois ne viennent pas nous arracher des choses, ne viennent pas nous piller. C'est-à-dire que nous présentons ou ils nous font des propositions, soit que nous acceptons, soit que nous-mêmes, nous trouvons aussi, nous incluons aussi dans ces contrats des dispositions qui assurent, qui assurent un bon soutien financier, des bons fonds secrets au régime. C'est ça les fameux, c'est ça les fameux contrats. Aujourd'hui, quand on parle de troc au niveau, par exemple, avec les États-Unis, bon, ce n'est pas dans l'idée de développer pour le mieux la situation du Congolais, mais c'est toujours par rapport au régime. Et regardez bien la situation politique lorsque ce genre de contrats sont signés. Quels sont les problèmes qui se posent au régime en place? Et vous comprendrez que bon, le régime a toujours besoin, pour survivre, d'avoir à sa disposition des, des- 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 un matelas financier, mais qui ne puisse pas être contrôlé par le Parlement ou par la Cour des comptes ou, ou quoi que ce soit. Donc, on en reviendra toujours à un problème de gouvernance politique. Ce n'est pas un problème de management ou de discussion de contrat comme on voit dans le secteur privé normal. C'est éminemment politique et lié à la survie ou au maintien d'un régime. Je vais réagir, sinon je vais commencer à fuir. Si ça ne dérange pas, mais là, je commence à la tête déborde. Ça. S'il vous plaît, Si ça ne dérange pas, parce que répondez c'est trop tard. d'abord, parce qu'autrement, Sinon, il y a des morceaux qui vont tomber. Et je voudrais commencer d'ailleurs à réagir par rapport à ce que vous dites. Euh, alors, dans le Congo n'est pas avant de la coalition dont notre organisation est membre, on a un principe clair, c'est It takes two to tango. Il faut toujours être à deux pour la danse qui est celle de la corruption. Ouais, le Congo n'est pas avant est une coalition qui lutte contre la corruption. Et je pense que un contrat qui dure, qui reste en place pendant autant de temps, c'est que sûrement il y a quelqu'un qui y gagne. Ouais. Alors, qui y gagne, évidemment, ça. Mais c'est rarement seulement la partie étrangère qui va y gagner quand on voit un système qui reste en place pendant si longtemps. Euh,
Et c'est là où je ne suis pas certaine que du côté congolais, il n'y a aucun mécanisme de pouvoir ou de contrôle. Les ressources sont dans le sol congolais. Et ça, la plus grande force que le Congo a, c'est que c'est là-bas. On n'est pas en train de faire des chaussures qu'on peut faire n'importe où. On n'est pas en train de faire des produits où, si jamais ça ne vous arrange pas, vous partez ailleurs. Non, parce que les minerais sont là. Et ça donne une force incroyable à la partie congolaise, au niveau des négociations, au niveau de... Donc je vous rejoins dans le sens où il y a quand même quelque part du côté aussi RDC un rôle à jouer. Et c'est pour moi l'importance même, enfin peut-être une anecdote d'ailleurs, au niveau du contrôle. Alors, il y a le contrôle, mais je me souviens une des réunions qu'on avait pour récolter justement les chiffres pour pouvoir comparer les modèles. Je suis dans le bureau et je veux les chiffres de production maintenant, ouais, parce qu'on a besoin de savoir, d'estimer combien maintenant il y a eu des recettes, etc. Et on voit dans les statistiques de la division des mines, on voit le cuivre, mais on voit zéro cobalt, ce qui est quand même bizarre. Et donc, je suis dans le bureau et je dis, mais le cobalt, c'est quand même étrange parce que je vois zéro statistique pour le cobalt. Ah bon? Donc là, on parle du bureau qui est chargé de gérer ce projet. Ah bon, il n'y a pas de... Attends, j'appelle la GCAM. Et le monsieur devant moi, comme ça, il met sur haut-parleur, il dit, alors, c'est vrai que pour le cobalt, ah oui, on n'a pas encore exporté, mais en fait, on a déjà produit. C'était le flou. Et donc, même la personne qui était en charge de vraiment superviser le projet n'était pas en train de monitorer comme il fallait. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis d'accord avec vous qu'il y a toujours, du côté congolais aussi, un certain pouvoir et un certain intérêt. Pour moi, ça me ramène à l'importance vraiment du Forum citoyen et d'autres organisations de la société civile congolaise. Je pense qu'Éric l'a déjà dit. Euh, Jusqu'à maintenant, on a investi beaucoup, beaucoup de temps à comprendre, pas juste nous dans notre bureau, mais à comprendre ensemble avec justement les autres membres de la coalition, dont la plupart sont congolaises et qui sont sur le terrain. C'est pas mes ressources, hein. Soyons très clairs. C'est pas mon argent, c'est pas mes ressources, c'est les ressources finalement de la population congolaise. C'est technique, vous avez vu des graphiques, vous avez vu des trucs, mais je sens, et je suis d'accord avec Eric, quand on va dans d'autres pays, souvent cette même capacité technique est plus faible dans d'autres pays. Et je pense que c'est vraiment capital que la société civile soit outillée à vouloir s'aventurer dans des dossiers aussi techniques. Hein, dans l'artisanat, on trouve beaucoup de gens, dans les droits humains, on trouve beaucoup de gens, mais ça, c'est le grand argent. Le vrai argent qui s'en va et qui s'en va à coût de centaines de millions de dollars, là, on l'a vu en une année, 132 millions sur un seul contrat. Ça, c'est votre argent qui va, enfin pour moi, hein, c'est vraiment ça qui va développer le pays ou pas. Et pour moi, donc, le rôle de la société civile, j'aimerais vraiment insister là-dessus. Et là, peut-être où il y a une petite différence, effectivement, entre les investissements chinois et peut-être les investissements occidentaux, c'est que c'est vrai qu'en Occident, on a un peu une culture de vouloir taper sur nos entreprises. Ouais, on est habitué. Si on a un investisseur américain qui va faire des bêtises, les Américains vont taper sur les autres Américains. C'est vrai qu'on voit moins de Chinois taper sur les Chinois. Ouais, on n'a pas un grand mouvement de société civile chinoise qui va, qui va assurer la redevabilité de leurs propres entreprises de ce qu'elles font ailleurs. Donc ça, c'est un peu une différence. Nous, ça nous met mal à l'aise parce qu'on aimerait bien aussi qu'il y ait des mouvements chinois qui tapent sur les Chinois. Mais ça, c'est peut-être un peu la différence, d'où encore plus l'importance de la société civile congolaise pour moi dans ces dossiers-là, parce que vous êtes vraiment les acteurs. Enfin, si vous ne le faites pas, eh bien, il risque d'y avoir personne qui le fait. Pour revenir un peu sur les 7 milliards et les 324 millions, bon, je n'ai pas voulu m'embrouiller dans les conventions de collaboration, JV, etc. J'allais perdre des gens ici. Donc, je peux énumérer les dates, on ne va pas faire ça. Mais les 7 milliards, donc effectivement, donc la première clause que vous lisez dans l'avenant, c'est il y aura 7 milliards. Mais après, vous allez regarder, ah bon, et comment? Donc déjà, c'est saucissonné chaque année, les 324 millions. Et encore, il faut voir si ça se fait, parce que si le cours du cuivre baisse, c'est fini. Ouais. Et donc, je ne sais pas d'ailleurs comment on va arriver à 7 milliards si jamais le cours du cuivre baisse. Bon, pour l'instant, il est plus élevé. Donc, le problème d'ailleurs, c'est qu'on ne paye pas assez, parce que le cours est beaucoup plus élevé que les 8 000. Bref. Par contre, là, je reviens un peu à la question du prêt aussi, parce que les 7 milliards, pourquoi on a fait une annonce si positive, hein? C'était aussi ta question. Comment est-ce qu'on a pu vanter ce deal alors qu'en fait, dans la pratique, quand on le lit, bon, déjà, il fallait le lire. C'était pas facile pour l'obtenir. Le FMI a beaucoup aidé à obtenir la publication de ce contrat. C'est un des rares contrats qui a été publié sous Félix. On a un peu arrêté la publication des contrats, à mon grand, grand regret. On va reprendre, hein. Ne vous inquiétez pas, on va s'y remettre, mais il y a que ces 4 dernières années, il y a peut-être 5, 6 contrats qui ont été publiés, et à chaque fois sous pression internationale.
dont celui-ci. Donc, ce n'était pas non plus sûr que ce contrat allait voir le jour, même s'il y a des règles claires au Congo. Il faut publier ce type de contrat. Ça a pris une pression diplomatique assez forte pour l'avoir. Et donc, peut-être qu'on attendait à ce que personne le lise. Donc, peut-être que c'était déjà ça, que personne s'en approprie. On s'en est pas approprié. Ce qu'on a constaté, et là, on a des craintes maintenant. Alors, on a parlé, est-ce que c'est des prêts, est-ce que c'est de l'argent qui est maintenant acquis pour le Congo? C'est pas clair. Mais ce qu'on a vu, on a vu des documents où le gouvernement actuel veut avoir une avance sur les années futures. Pas une petite avance, mais l'avance de tout l'argent maintenant pour... Ouais. Donc, on a vu des modèles comme ça. Scénario 1, scénario 2, etc. Et scénario 2, c'était on nous donne tout l'argent maintenant comme prêt, comme une avance. Et donc là, ce serait évidemment 7 milliards. Et d'ailleurs, quand on regarde dans la planification quinquennale, ah non, pas quinquennale, oui, de 2024 à 2028 sur les infrastructures, on voit qu'on prévoit qu'il y aura 8 milliards qui viendra du contrat sino-congolais, ce qui n'est même pas dans l'avenant. On ne sait pas comment les 8 milliards vont arriver en si peu d'années, parce que normalement, c'est 324 millions par an. Donc, point d'interrogation, est-ce qu'ils sont quand même en train de déjà avancer cet argent plus vite que prévu? Pas très clair. Donc ça, c'est encore un point. Je voulais encore faire un point aussi. Ah oui, donc sur le fait que maintenant, c'est pas très clair. Est-ce que c'est maintenant, est-ce qu'on s'est désengagé de l'obligation de donner de l'argent pour les infrastructures? En fait, cette histoire de 324 millions par an vient à la place de ce qu'il y avait avant pour les prêts. Mais c'est vrai qu'il y a une clause maintenant dans le contrat qui dit pour les infrastructures et autre chose. Non, c'est pas autre chose. Ouais. Et justement, quand on dit les jetons de présence et tout ça, on voit maintenant que Sycomine est en train d'écrire de plus en plus souvent pour dire, vous nous avez demandé de payer ça, c'est pas des infrastructures, mais sachez qu'on va déduire ça du montant pour les infrastructures. Donc il y a un risque aussi que maintenant ça commence à servir enfin, que ça continue en fait, très honnêtement, à servir à beaucoup d'autres choses. Alors la question sur troc, c'était vous, hein, troc minerai, infrastructure. Euh, je peux encore entrer dans le débat sécurité pour infrastructure, pour minerai pour sécurité, et ça risque de nous amener pendant encore une demi-heure de discussion là-dessus. C'est très différent à mon avis. Mais je veux rester dans le minerai contre infrastructure. Je ne pense pas que ce soit forcément perdu d'avance. Ouais, donc au moment par exemple de la signature du contrat ou l'idée de ce contrat, en soi, bon, s'il était mieux écrit et mieux ficelé, et plus clair et plus rigide, euh, qui suis-je pour dire que c'est un mauvais modèle? Qui suis-je pour dire qu'il faut absolument le modèle du code minier, de la Banque mondiale, etc. Je pense qu'il y a très bien d'autres possibilités Et d'ailleurs, je pense que ce type de modèle aurait pu être intéressant. Et d'ailleurs, alors, franchement, sans vouloir, il y a beaucoup de choses à dire sur l'ancien gouverneur du Katanga, mais une des choses que lui avait fait à l'époque, par exemple, c'est qu'à un moment, on a vu que les miniers continuaient à exporter des concentrés. Ouais. Des concentrés, c'est-à-dire pas du métal fini. Ouais. Donc, pas 100% cuivre, mais 30% cuivre, 20% cuivre, etc. Et donc, évidemment, valeur ajoutée pour le pays plus faible. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait à un moment? Il a dit, je mets une taxe sur les concentrés. Est-ce que c'était légal? Pas vraiment. Ouais, parce que le code minier dit, les taxes sont celles qui sont dans le code. Lui, il vient avec un édit provincial et il dit, je mets 60 $ la tonne de concentré. Mais les entreprises ont commencé à payer parce que sinon vous êtes bloqué à la frontière. Donc elles commencent à payer. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Modèle de gouvernance pas forcément fantastique, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à dire aux entreprises minières, vous allez me payer une avance par exemple, un an, 2 ans de ces taxes-là sur les concentrés, et vous allez les verser directement à Safricas, à d'autres sociétés de construction. Et vous allez construire le pont sur le Lualaba. Vous allez construire les routes Serruti à Lubumbashi, etc. Et donc, on va monitorer. Et au moment où votre crédit impôt est fini, au bout d'un an et demi, on peut refaire une avance d'un an. Donc, c'était des montants déjà plus petits. Le projet d'infrastructure était bien défini. Et c'était gérable, c'était pas une dette énorme. On avait un mécanisme, c'était la même taxe, c'était une taxe qui était avancée, donc c'est un peu différent. Mais les entreprises minières, même si elles savaient que c'était pas forcément ultra méga légal, elles se disaient on va quand même payer parce que nous on sait que le pont sur le Lualaba, il a été construit, on le voit. On voit notre pont plutôt que de verser quelque part à Kinshasa et puis on ne sait pas ce qui se passe avec cet argent. Ça nous donne quand même quelque chose de concret.
Alors, est-ce qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts dans les sociétés qui mettaient en œuvre les infrastructures? J'en sais rien. Je dis pas qu'il n'y avait pas de problème. Je dis pas qu'il n'y avait pas forcément quelque part un peu de surfacturation, mais je dis que, en fait, tout dépend de la supervision et aussi de la construction de ce modèle et qu'on continue quand même à y voir clair plutôt que ce modèle, de la façon dont il a été mis en œuvre. Boussanga, en 3 mots. Boussanga, donc, c'est un projet hydroélectrique. C'est sur un site qui appartenait à la. Alors, discuter, Gécamines ou SNEL, en tout cas, entreprise étatique. Ouais. Vous savez, dans l'ex-Katanga, à l'époque de la colonie, on développait des sites de 100 mégawatts, donc pas le grand Inga là-bas loin, mais des sites au niveau local, 100 mégawatts, 120 mégawatts, 200 mégawatts, des trucs un peu gérables. Et le prochain qu'on allait développer, c'était Boussanga. Euh, Ce site était là, a été octroyé à Sico Hydro, ouais, donc une société affiliée à la Sicomine, en 2016. Alors, vous pouvez rentrer dans les Congo Leaks. Je ne sais pas, vous avez peut-être entendu de cette grande investigation dans laquelle on a été aussi impliqué, qui a révélé qu'au moment de la signature du contrat, il y avait déjà des versements louches. Donc, ça commence déjà bien. Euh, la société Sico Hydro donc, a été mandatée pour construire ce barrage, 240 mégawatts. Déjà au niveau de l'allocation de l'électricité, ce qui est un sujet qui nous tient vraiment à cœur à Resource Matters, on voit qu'en fait, c'est 240 mégawatts, dont 170 pour l'entreprise Sicomine. Donc, on sait déjà que souvent, il y a un groupe. Donc, souvent, on a plusieurs turbines. Il y en a un qui doit être un peu à l'arrêt pour le préserver. Donc, déjà, sur les 240, c'est rarement 240 qui est produit. Donc, les 170, c'est en fait déjà quasiment tout. C'est alloué à la Sicomine. Et le reste, on le vendra au marché. Donc, en fait, pour les ménages, déjà, à Colvézi, par exemple, il y a zéro qui est réservé. Alors que, à la base, un site Gécamines Snell, on aurait pu négocier pour que, quand même, pour les ménages aussi de Colvézi qui, un jour sur deux, sont dans le noir, on aurait pu négocier ça. En plus, le projet bénéficie de l'exonération fiscale totale, la même que Sicomine. Ouais, donc, en fait, taxe aussi, il n'y a rien. Donc, électricité, il n'y a rien pour le peuple. Taxe, il n'y a rien pour le peuple. Par contre, dans le capital de la société, on voit que les 15% pour le Congo sont détenus par une entreprise qui s'appelle Congo Management, dont le représentant était l'avocat privé de Kabila. Et c'est pourtant pour la RDC, hein, donc on s'est marqué, hein, donc la partie du Congo, Congo Management, etc., avec des actionnaires et des représentants qui posaient quand même beaucoup de questions, enfin, qui suscitait beaucoup de questions. Donc voilà, actionnariat suspect, pas d'électricité, pas de taxes pour le Congo, sur un site pourtant qui appartenait au Congo. Et en plus, alors, inondation totale, ah ça c'est l'anecdote, mais c'est pas drôle. Inondation totale en amont, évidemment, quand on l'a construit. En aval, quand on a construit, on a tout coupé du jour au lendemain. Donc tout à coup, il n'y avait plus de rivière de l'autre côté. Donc plus de poissons, plus rien. Et ça, ils s'en sont rendus compte à Inga. Donc vous savez, on est au Katanga. Donc le fleuve Congo fait tout le tour du pays et arrive à Inga. Et on a vu à un moment qu'il y avait une baisse de niveau à Inga. Et là, on a commencé à faire des enquêtes et on a constaté que c'est parce qu'à un moment, on a coupé à Boussanga. Donc, même au niveau environnemental, on a juste fait, allez, on coupe tout. Donc oui, c'est pas vraiment le modèle qu'on voudrait promouvoir dans le secteur de l'électricité. Vous pouvez nous dire 2 mots à propos de ce nouveau contrat qui vont arriver sur sécurité minerais, juste en quelques mots? Ah oui, les gens en ligne. Parce qu'il y a, Et je le note. il y a M. Moleka qui avait dit que les infrastructures, vous allez les chercher, vous n'allez pas les trouver. Les Non, vous avez dit que Oui, j'ai pas encore vous n'allez pas répondu les à ça. trouver, donc oui. J'ai pas encore répondu à ça. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme infrastructure? Alors, entre autres, bon, ceux qui étaient le plus en vue au début, c'était évidemment Boulevard 30 juin, donc les projets qui se sont passés, les grands boulevards, en fait, à Kinshasa. Donc ça, c'était en grande partie couvert quand même par le contrat sino-congolais au début. Il y a des axes à Bukavu. En fait, le grand défi, non, il y a quand même maintenant beaucoup de listes, mais parfois elles se contredisent, donc il faut déjà savoir quelle est la bonne liste sur qu'est-ce qui a été financé par le contrat chinois et le c'est principalement à Kinshasa, un peu à l'est, Bukavu, autour de Bukavu aussi, si. Non? Vous n'êtes pas d'accord? C'est pas clair. Je n'ai pas vu grand-chose à Bukavu, mais bon, c'est peut-être. En tout cas, selon les documents, oui. Hein. Sur papier, elles sont là. Moi, j'ai pas vu. La route qui fait Lubumbashi vers le nord,
Bon, ça aussi, c'est un peu politique, évidemment, parce que... Ah oui. Oui, oui, comment elle s'appelle cette route? Eh ben non, non. Non, non, non. Plus comme ça. T'inquiète, et puis... Non, non, plus comme ça. Perpetuo. Oui, plus. Perpetuo, Comment ça s'appelle? c'est Comment ça s'appelle cette route? Bon, bref, oui, celle-là. Perpetuo, c'est Oui, ce qui était un peu politique aussi, évidemment, parce que fallait bien aussi que le gouvernement oui, fallait bien qu'ils y gagnent aussi, enfin, qu'ils puissent désenclaver un peu cette zone. Et puis il y a plein de. Ah oui, alors Calémie, à un moment c'était à Calémie, hein. Donc vers la fin des années Kabila, là, oh, ça se multipliait du côté de Calémie. C'était plein de stade à Calémie, route à Calémie. C'était beaucoup, beaucoup Calémie à la fin du mandat de Kabila. Et maintenant, il y a des projets pour le Kassai. Mais il faudrait lire, donc il y a AfriWatch qui vient de publier une étude sur les infrastructures depuis même la renégociation, qui relève d'ailleurs aussi le problème, par exemple, que ces projets-là ne sont pas dans la loi des finances et qu'on continue en fait avec le même système de parallèle. Bon, je ne suis pas. Je vais juste demander, est-ce qu'on sait quelles représentent les infrastructures réalisées par rapport au montant qui était destiné à les faire? Est-ce que les montants qui ont été déboursés pour l'infrastructure ont effectivement été utilisés pour ça ou... Ah bah non, hein. Oui et non. Enfin, je veux dire, ce qu'on constate, et ça vraiment, il y a un rapport très détaillé qui vient de sortir, je pense, il y a 2 semaines, sur le gonflage des coûts. Hein, là, je n'ai pas les chiffres tout frais en tête, mais par exemple, enfin, c'est là qu'il parle d'une route de 1,5 km qui a coûté 22 millions, 24 millions. Enfin, normalement, il y a une mercurielle des prix qui vous dit à peu près une route, c'était combien déjà? 1,5 million par kilomètre, quelque chose comme ça. Et là, vous voyez qu'en fait, c'est 4 fois plus. Oui, AfriWatch, Peut-être on peut la sur les infrastructures, c'est que au départ, il y avait une liste des infrastructures qui était annexée à la Convention. Il y avait en fait des choses aujourd'hui. euh, on commence à remettre en cause tout ça. On dit non, voilà, la liste là était indicative. Ça s'appelle annexe C à la Convention de base. Vous avez les universités, les routes, les hôpitaux. En tout cas, et tout a été bien défini là-bas, bien clair. Mais aujourd'hui, quand on voit absolument rien, parce que sur les infrastructures, Elise l'a dit, il y a flottement de chiffres, on vous dit soit c'est 1,5 milliard, soit c'est 800 millions, mais même quand on voit quoi qu'il en soit des chiffres, mais même les 800, admettons que c'est 800, qu'est-ce que 800 a fait? En tout cas, vous ne voyez absolument rien. Maintenant, quand on revient pour dire, c'est quand même un contrat, une convention, juridiquement, c'est quand même, ça lie les parties, mais comment on vous dit non? Et ça, c'est récemment, nous étions avec Congo n'est pas vendre à l'Hôtel du Fleuve dans un atelier avec le parlementaire pour relever un peu des choses. Alors, vous avez des entreprises comme la CGT qui a participé notamment à l'élaboration de cette liste en annexe qui vous dit non, c'était indicatif et maintenant il fallait qu'on définisse selon voilà ce que le gouvernement met au devant. Et donc, en réalité, au final, il n'y a absolument pas, en tout cas, 10% d'infrastructures qui étaient convenues et qui ont été réalisées, si ce n'est les jardins autour du Palais du Peuple, le boulevard Triomphal qui a été Ah oui, l'esplanade, finalisé, ça aussi. et L'esplanade. l'esplanade. Oui. Mais quand on vous dit l'esplanade, juste les ampoules des Chinois encore qui ont été placées là-bas, 68 millions de dollars, il faut se poser Donc, je Donc, suis en ligne. et avant, moi, il y a trois personnes qui parlent avant moi. Je voudrais juste préciser deux, trois trucs. Par rapport aux entreprises. Les entreprises ont comme vocation de se faire du pognon et le maximum possible. Si ces entreprises ne sont pas régulées par l'État, il est évident que les entreprises ont tout pouvoir sur ce qui se passe. Ensuite, une petite précision, le gouverneur du Katanga, en, en instaurant cette taxe sur Les concentrés. sur les concentrés, il avait aussi le monopole de l'appareil logistique au Katanga et par conséquent, il profitait fond de ce système-là. Ensuite, pour revenir à Bukanga Alonso, au départ, Bukanga Alonso est managé par une société canadienne qui s'appelle Mac Energy.
Et devant les difficultés de gérer ce contrat, finalement, Mac Energy a cédé ce contrat à un de ses employés, qui est devenu Mac International. Et en fait, c'est grâce à l'assistance de Moïse et Kanga que ils ont pu revendre aux Chinois pour 7 millions de dollars la fameuse, la fameuse Concession. opération. Et c'est là que les Chinois sont intervenus. Moi, je ne crois pas du tout que les Chinois soient des enfants de cœur. Loin de là, je suis absolument persuadé que les Chinois se remplissent bien les poches, profitent de la situation comme c'est normal de le faire, et comme l'ont fait les Américains à l'époque de Tenke Fungurume, comme l'ont fait d'autres à d'autres époques. Je veux dire, une entreprise qui n'est pas régulée par l'État est amenée est amené à faire des profits avec des choses absolument interdites de faire. Voilà, c'est ce que je voulais simplement préciser. Donc, il ne s'agit pas de sociétés chinoises qui seraient des enfants de cœur et des sociétés européennes qui seraient également des enfants de cœur. Il s'agit de la règle du profit qui joue pour chacun. Merci beaucoup. Fait que, madame, Oui, je voudrais comprendre un peu le rôle du FMI dans l'affaire, parce que est-ce que ici il y a des garanties de l'État qui étaient mises sur la table? Parce que s'il y a une garantie de l'État, ça veut dire que les FMI sont là en train de surveiller ce qui se passe par rapport à ça. Mais qu'est-ce qui est fait exactement? Quel est le rôle du FMI dans ce contrat qui est plus que louche et plus que flou, je veux dire? Ouais, bonne question aussi. Et la titrisation de la dette, parce Oui. que c'est ce qui arrive plus tard, en fait. Oui, ah là là, je pense qu'il y a des gens au FMI qui pourraient aussi écrire des livres sur, sur ce deal. Oui, alors le FMI intervient dans l'optique de durabilité de la dette, ou comment on appelle ça, sustainability of the debt, of the state debt. Et effectivement, donc les prêts pour les infrastructures sont une dette publique, même si elle rentre elle s'est tenue dans les livres de la SICOMIN, c'est bien une dette publique. Et effectivement, l'État a donné certaines garanties, notamment, donc, elle s'est engagée à rembourser. Donc, en fait, avec les bénéfices de la SICOMIN, elle a promis de rembourser. Et une des choses qu'elle a promis dans la convention initiale, c'est si les minerais ne suffisent pas à rembourser, on va donner d'autres gisements. Oui, comme j'ai déjà dit par exemple tout à l'heure, ils ont promis 600 000 tonnes de cobalt. Jusqu'à maintenant, 7 ans, 8 ans d'exploitation, non, même plus, 9 ans d'exploitation, 33 000 tonnes de cobalt. Un vingtième de ce qu'ils ont promis. Bon, après, encore une fois, ça peut arriver comme ça dans dans des trucs, mais quand il y a une garantie de l'État de donner plus de gisements, si ça ne suffit pas pour rembourser, ça peut vraiment créer des risques comme ça. Et d'ailleurs, on a vu que des titres supplémentaires ont déjà été donnés à la SICOMIN. On ne sait pas si c'est parce que justement ça n'allait pas assez vite, ça, c'est pas très clair. Mais en tout cas, ils ont déjà reçu des titres miniers supplémentaires. Euh, donc voilà, mais le FMI a eu le plus grand mal à obtenir les chiffres. Jusqu'à aujourd'hui, en fait. Par exemple, même cette histoire où je parlais de scénario 1, scénario 2, peut-être qu'on va avancer l'argent pour les années à venir. Le FMI, pendant tout un temps, n'était pas au courant de ça. Donc ils ont vraiment, ça a toujours été un projet où ils ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à obtenir les données. Je vais quand même dire un mot sur l'histoire du troc minerai-sécurité. Ah oui, en fait, j'avais une raison pourquoi je reprenais ce slide ici. Parce qu'évidemment, en parlant de minerai contre sécurité, on pourrait croire que c'est un peu la même chose que minerai contre infrastructure. Alors, je projette ce slide à nouveau parce que ça, c'est plutôt le modèle occidental. Je pense qu'il y a une différence fondamentale quand même entre la Chine et l'Occident. Bon, j'ai parlé beaucoup de Chine comme si c'était un monolithe. C'est pas du tout non plus un monolithe. Il y a beaucoup d'entreprises chinoises aujourd'hui au Congo, d'ailleurs beaucoup plus, non pas, enfin, il n'y en a pas beaucoup qui sont beaucoup plus grandes que Sycomine, mais il y en a qui rentrent complètement dans ce modèle. Donc soyons clairs que Simoc, par exemple, aujourd'hui, de loin le plus grand producteur de cobalt, c'est ce modèle-là qui suit. Hein. Donc soyons nuancés quand on parle des Chinois au Congo.
c'est pas tout si commune, hein. Il y en a plein qui rentrent juste dans le modèle occidental avec, voilà, on fait des bénéfices et on paye des taxes et tout ça. Donc ça, je voudrais d'abord aussi être très clair. Mais du côté public maintenant, l'Occident ne va pas rentrer forcément dans un contrat où on va prendre des minerais pour ensuite apporter la sécurité. C'est des entreprises privées éventuellement américaine qui pourrait venir en échange de services diplomatiques. Mais moi, je ne vois pas comment on va monter un système de fonds publics, parce que souvent, d'ailleurs, ça passe par la Banque mondiale, ça passe par la BAD, ça passe par plein d'autres institutions. Hein, les fonds publics de l'Occident passent vers d'autres systèmes qu'une société étatique américaine qui va venir exploiter le lithium en échange de sécurité, d'armement. Enfin, moi, je ne vois pas ça arriver très rapidement. Peut-être qu'il y en a d'autres dans la salle qui ont une autre vision, mais donc c'est un modèle complètement différent où le public et le privé sont quand même plus séparés. Donc moi, je vois plutôt un peu ce qu'on vient de voir d'ailleurs, hein, des services diplomatiques américains de pression sur le Rwanda pour surtout pas toucher à Alphamine. Alphamine qui est à peu près la seule société américaine qui reste aujourd'hui au Congo et qui se retrouve vraiment abyssée sur un site qui était menacé par les M23. Donc ça, oui, hein, le levier diplomatique pour dire Rwanda, M23, vous touchez pas à Alphamine parce que sinon, ce sera fini le support diplomatique pour le Rwanda. Donc, c'est vraiment c'est un peu moche dans le sens où c'est là, on préserve les intérêts économiques, on ne touche surtout pas à cet intérêt privé et utiliser le capital diplomatique pour ça. Et on le voit maintenant, parce qu'évidemment, il y a déjà beaucoup de titres qui ont été octroyés, et ça, c'est une question que je reçois souvent. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à donner? Est-ce que le Congo n'a pas déjà tout donné? Alors, vous avez peut-être suivi maintenant qu'il y a un gisement en particulier qui suscite l'intérêt de la part d'une société américaine qui s'appelle Cobalt, qui est... Cobalt, c'est mal choisi parce qu'en fait, maintenant, il s'intéresse au lithium. Ça s'écrit d'ailleurs pas Cobalt, hein, ça s'écrit Cobalt, et c'est géré par Jeff Bezos et Bill Gates qui s'intéressent maintenant à la région depuis plusieurs années. Ils ont commencé à faire de l'exploration aussi en Zambie et qui se sont maintenant positionnés pour le gisement de Manono, donc de lithium de Manono. Et donc là, c'est affaire à suivre vraiment parce que c'est un site on pourrait là aussi, on peut faire toute une session séparée sur le lithium de Manon, mais qui est teinté de beaucoup de transactions extrêmement suspectes depuis 2016, à peu près, non, même depuis 2012, on va dire. Donc ça fait maintenant plus de 10 ans qu'il y a en gros une entreprise qui chasse l'autre à coup de deals suspects, on va dire ça comme ça, on va rester un peu vague. Et donc cette zone qui est extrêmement riche a déjà été coupée en deux et il y a maintenant la partie sud qui intéresse Cobalt. Est-ce que ça, en échange de, encore une fois, appui diplomatique des Américains pour arriver à retrouver une situation sécuritaire plus stable, on va dire, à l'Est, je vois plutôt quelque chose comme ça, plutôt des négociations. Je ne sais pas si vous avez lu l'accord, non peut-être pas, hein, mais l'accord ukrainien, c'était aussi un peu du fluffy comme ça. Enfin, c'était aussi un peu, voilà, on annonce ça comme on va signer un contrat, mais finalement, ça reste ça reste un peu dans le MOU, hein, ça reste un peu dans les engagements diplomatiques et politiques, plus que faire vraiment un montage comme ça avec une entreprise qui est au cœur. Et ça, je ne vois pas ça arriver. Oui, mais l'Ukraine a un objectif vraiment très spécifique, c'est d'empêcher les États-Unis de s'allier à la Russie. Donc, ils diront n'importe quoi, ils font n'importe quoi pour faire plaisir à Trump. Ça sera un problème vraiment qui est spécifique à l'Ukraine. Je pense que l'issue congolais est totalement différent je veux dire, le problème congolais est totalement différent du problème ukrainien. Pas spécialement. C'est la sécurité. Pas du tout, c'est pareil en fait. Je suis Je pas. sûre que ce Pas soit spécialement. radicalement différent. L'objectif du gouvernement de Kinshasa est d'avoir les États-Unis qui les supportent contre le Rwanda. Donc, Ah oui. donc, c'est le même objectif. Non, ça, c'est un C'est raccourci, juste je qu'il y a suis désolée, besoin non. aussi en C'est pas du tout. Ouais, Non, ça, on a un raccourci. Et encore une fois, je ne peux pas m'empêcher de réfléchir en disant la fuite, la grosse fuite des minerais du Congo, ça reste quand même le Katanga, parce qu'on a tendance à faire des raccourcis en disant, ah ben, le Rwandais est en train de détourner les minerais là-bas. Je pense que Rubaya ne fait même pas 5 millions de dollars. À l'époque, il fonctionnait à fond. Il faisait même pas 5 millions de dollars par mois.
Et ça, c'était la plus grosse mine dont tout le monde parle, à part c'est la mine des Canadiens et des Américains. 15%, donc les chômeurs. Donc, la fuite, vraiment, elle vient du Katanga, on vient de le voir ici. Mais bon, je ne peux pas m'empêcher de prélever cette hypocrisie de la communication autour de détournement du Rwanda des minerais de l'Est. Mais non, les minerais qui sont détournés sont vraiment détournés plutôt au Katanga et essentiellement faits avec la complicité du régime, comme le disait M. Moleka. Il y a un bémol à mettre parce que là, il y a le problème au procédé sur l'accès. Ici, nous parlons au Katanga, il y a ce que moi j'appelle le processus doux. Bon, vous avez, là, il n'y a pas, on ne coupe pas les gens les têtes pour peut-être c'est la corruption avec tout ce que ça s'amène. Mais là, vous avez, en fait, c'est la même chose, mais vous avez tout ce qu'il y a autour des groupes armés, parce qu'il faut aussi dire que quand on regarde la cartographie, notamment au niveau de l'Est, entre les gisements miniers, pas que le gisement minier, parce que effectivement, on parle du Rwanda, mais aussi de l'Ouganda, parce qu'en Ituri aussi, il y a des choses. Mais je voulais dire que quand vous regardez les foyers de tension au niveau de l'Est, avec l'extraction de minéraux, et donc, vous voyez qu'à côté d'un gisement minier, il y a une juxtaposition de cela. Et donc, qui ont été montés et surtout supportés par le gouvernement de Kinshasa. Ça, on n'entend pas oublier ça. Pas que le gouvernement de Kinshasa, parce qu'il y a... supporté par Kinshasa. Pas que le gouvernement de Kinshasa. Pour les gens en ligne, ça va être moins Ils intéressant. n'arrivent pas à suivre. Il y en a plein, en fait. Il y a plein de gens en ligne. Qui ont du mal à suivre ce débat. Peut-être qu'on Oui. peut poser aux questions Alors, il y a, qui sont posées en ligne. il y avait beaucoup de... Excusez-moi, Chers amis. si vous parlez, on vous entend partout. Donc, En fait, bon, alors j'ai parcouru toutes les questions aussi en ligne. Il y a pas mal de questions de partage de documents. Donc maintenant, je ne sais pas, donc le contrat, des rapports, la liste des infrastructures, etc. Je veux bien faire un mail avec les différents liens, mais je ne sais pas s'il y a moyen ensuite de partager avec les participants. pas de problème. Mais est-ce que vous avez logistiquement moyen ensuite d'envoyer un mail On peut le à faire ceux après, parce que oui. qui se sont enregistrés? Absolument. Oui, donc on va envoyer par mail les différents liens. Je vais faire ça tout à l'heure, comme ça. C'est juste quelle question? Bah, principalement, en fait, il y avait des rapports, il y avait le contrat sur l'histoire des 8 000 la tonne, etc. Donc, ça, c'était une question, en fait, pour avoir le détail dans le contrat. Et oui, des rapports. Donc, vous suivez très bien les débats. Par contre, ils disent qu'ils suivent très bien les débats. Donc, voilà. Je peux faire un commentaire sur le fonds monétaire. Oui, comme ça, oui, là, parce que, quand même, oui. Bon, normalement, c'est 15h30, mais si vous voulez, on peut continuer. Une minute. Il reste une minute. Le fonds monétaire il faut savoir quand même que les institutions de Bretton Woods sont sous l'influence directe des États-Unis. Ils possèdent 17% des droits de vote au conseil d'administration du Fonds monétaire. Et la Chine, pour donner une petite idée, jusqu'à 2-3 ans, pesait 3% de ses droits de vote. Et on les a doublés maintenant, et il est évident que ça ne correspond pas à la surface, ce que représente l'économie chinoise par rapport à ça. La Banque mondiale, c'est exactement la même chose. Ils ont les mêmes pourcentages. On ajoute les atlantistes européens là-dedans. Ils sont largement minoritaires, majoritaires dans ce scénario-là. À la Banque mondiale, depuis sa création en 1945, il n'y a eu que des présidents américains qui ont été à la tête de la Banque mondiale. Et ce que je veux simplement dire, c'est qu'aujourd'hui, comme l'a dit, c'est Christelle Kamanzi, Irène. Irène Kamanzi, voilà, il y a longtemps. Comme dit Irène Kamanzi, l'Est, ce qui se passe à l'Est, c'est de la menue monnaie. Je veux dire, c'est de la menue monnaie. C'est un arbre sanglant mis en place parce que c'est ce qu'a laissé le pouvoir aux militaires, c'est bouffer sur le dos de la population et surtout quand même prendre les gisements qui rapportent quand même si c'est de l'argent de poche, ça fait quand même beaucoup d'argent, mais c'est quand même un arbre sanglant
qui camoufle la forêt de l'ensemble des détournements qui se passent au Katanga, qui est de loin, qui représente 90% des ressources. On peut encore ajouter au niveau des ressources naturelles comment on appelle ça, les, les hydrocarbures. Les hydrocarbures ils vont jouer un rôle de plus en plus important qui intéresse les sociétés américaines. Voilà ce que je veux dire. Et en fait, le Fonds monétaire aujourd'hui, en étant aussi laxiste par rapport aux différents contraintes, a un rôle assez évident, c'est qu'elle se ménage une table, elle se ménage une place à la table du grand partage des matières premières. Parce que de toute manière, les Américains n'auront plus jamais la totalité des ressources minières. Et donc aujourd'hui, la réussite du programme a un double but, c'est à la fois s'ouvrir une porte, c'est à la fois s'ouvrir une porte pour l'accès aux matières premières et en même temps euh, euh, donner du cash aux dirigeants de ce pays qui en ont besoin pour d'autres besoins que ceux de la population qui vit avec moins de 2 $ et demi par an. Voilà. Oui, je crois que pour l'Est, il ne faut peut-être pas oublier que l'attentat, évidemment, c'est moins important tel qu'on sait, mais l'or est quand même extrêmement important à l'Est, même si ce n'est pas important au niveau de l'économie mondiale. Je ne sais pas s'il y a plus de... J'ai juste une dernière question. Toute dernière question. Je ne suis pas autant spécialiste que vous, mais je suis tellement fasciné par le sujet. En fait, vous avez raison, les ressources au Congo sont la propriété du peuple congolais et en gérance par le gouvernement du Congo. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le gouvernement du Congo soit motivé par donner plus de ressources au peuple congolais de ses ressources minières? C'est Martin qui va arranger tout. Qu'est-ce qui pourrait motiver le gouvernement Non, mais moi, quel que soit le gouvernement qui est élu, à vouloir dire maintenant on va taxer plus les entreprises et cet argent on va l'utiliser pour l'éducation, l'infrastructure, que sais-je. Taxer plus, c'est déjà un peu fait. Hein. Donc, taxer plus, depuis 2018, c'est quand même déjà en grande partie fait. Pour moi, c'est Martin. Je suis vraiment convaincue que la pression des Congolais eux-mêmes, je peux être naïve, hein, mais moi j'y crois fortement que vraiment une pression et une connaissance des dossiers pour qu'ils soient implacables au niveau technique, moi j'y crois fortement que c'est ce qui peut le plus coincer. Je donne un exemple. Jusqu'à aujourd'hui, le contrat Ventura avec Dan Gertler, bon, là on pourrait faire encore 3 sessions là-dessus. Jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement, enfin, avec une pression énorme, n'a pas été validé par les Américains. Donc en fait, c'est Dan Gertler, sanctionné aux États-Unis, à un moment négocié un contrat avec le nouveau régime, donc en 2022. Un contrat pareil qui a été vanté comme très très bénéfique pour le Congo, mais qui est absolument catastrophique, mais qui devait être validé par les États-Unis. Eh bien, sachez qu'il y a eu des sit-ins devant l'ambassade américaine, il y a eu des conférences de presse sur conférences de presse pour expliquer pourquoi ce n'était pas un bon deal pour le Congo, et les Américains n'osent pas le valider. Vous voyez, jusqu'à la fin Biden. Et pourtant, il y avait des gens extrêmement motivés pour dire, allez, on enlève les sanctions et on se débarrasse de cette histoire. Et c'est vraiment la pression des Congolais. Sit-in, hein, sit-in. Vous auriez dû voir, c'était assez impressionnant parce que l'ambassade américaine, vous aimez déjà avec les gens militarisés comme ça, en train de dire oh, on va attaquer notre ambassade. Non, c'était peaceful, c'était Lucha, c'était Philippe qui est là pour dire non, vous n'allez pas lever ces sanctions parce que X, Y, Z. Et donc, moi, je crois fortement au pouvoir de la société civile congolaise. Oui, qu'est-ce qui pourrait motiver un gouvernement congolais de faire des choses juste pour le peuple congolais? Ça s'appelle la démocratie. Alors, oui, oui. Justement pour renforcer ce que Elise dit, c'est que le gouvernement est en principe en démocratie, on est république démocratique, mais ça pose problème. Mais en tout cas, en principe, c'est la population. En fait, pas en principe, mais c'est ça la réalité. Voilà pourquoi nous, on s'investit plus
du côté des sensibilisations. Je vous ai dit, nous avons sur ces contrats ici, parce que moi, personnellement, ça, c'est individuel. Quand j'ai lu ce contrat, j'ai manqué de sommeil pendant 3 jours. Je ne vous raconte pas des choses, hein. En tout cas, quand j'ai lu, quand j'ai eu ce truc, j'ai dit que c'est plus que de meurtres, c'est plus que des crimes. Et donc Oui. voilà, pour répondre à votre question, ce qu'on peut faire sur le plan diplomatique et tout ça, mais au niveau interne, nous devons avoir la mobilisation forte, comme celle qui a été faite sur la question des Dan Gettler, sur la question des autres. Nous devons avoir, d'abord, pour avoir la mobilisation, il faut une connaissance. C'est un secteur, on vous a dit, hein, il y a des tableaux, c'est un secteur technique. Il faut d'abord qu'il y ait des Congolais, davantage de Congolais qui s'y intéressent. Et pour qu'ils s'y intéressent, il faut la sensibilisation et la mobilisation autour des actions pour dire que, voilà, vous ne pouvez pas, en tout cas, essayer de faire quelque chose. Et même pour revenir, par exemple, sur la question de minerais contre la sécurité, on s'est déjà positionné. Moi, le vendredi passé, je ne sais pas on est quel jour, le vendredi passé, à l'université de Kinshasa, nous avons mobilisé les étudiants pour dire que, voilà, attention, le minerai n'appartient pas à un gouvernement, le minerai appartient au peuple. C'est la nation congolaise. Et donc, il faut se mobiliser pour dire que si le modèle des trocs ne nous a rien amené avec les Chinois, il faut qu'on essaye de réfléchir avant de s'engager dans un autre troc pour éviter que le doigt nous retourne dans l'œil. Et donc, avec ces genres de mobilisation, le gouvernement, lorsqu'il va se retrouver encore dans un autre deal ou en tout cas dans ses contrats, parce qu'il ne faut pas oublier que on n'a pas seulement fait le constat, nous sommes en train de demander la suppression de cet avenant. Nous, on ne dit pas que voilà ce qui a été fait et tout ça. Vous avez des gens qui ont eu 22 millions de dollars des infrastructures, des routes qui ont été empochées par les gens. Nous, on dit que, et il y a même des dénonciations, des actes concrets que nous avons déposés devant la justice pour dire que ces gens-là doivent retourner cet argent ou soit on confisque leurs biens parce qu'ils sont listés. Il y a un décret du retard du président de la République qui identifie tous ces gens, donc y compris les gens, nos collègues de la société civile, je suis désolé, mais il faudra que cet argent. Et donc, il faut passer par la mobilisation qui va faire en sorte que le gouvernement puisse se sentir redevable. Et donc, voilà, c'est ce qui me pousse à dire que, voilà, Élise a tout à fait raison parce que on a vu ce que cette mobilisation a donné. Aujourd'hui, quand au Congo, hein, c'est vraiment populaire. Quand vous parlez d'Angleterre, surtout, même les mamans au marché vous disent que Congo n'est pas à vendre. Parce qu'on sait tout ce que le Congo n'est pas à vendre, a fait pour bloquer Dan Gettler qui a mobilisé beaucoup de lobbies, de trucs. Même le gouvernement a écrit officiellement pour qu'on valide des trucs, mais à travers la pression, notamment de la société civile, à travers qu'on n'est pas avant. Donc, c'est à ce niveau-là. Et moi, je pense qu'on ne peut pas négliger la mobilisation populaire, la mobilisation de la société civile pour essayer de mettre les dirigeants devant les responsables. Ok, je crois que c'est une bonne conclusion. Ouais, Voilà. Oui, c'est une bonne merci. conclusion Allez, bon pour, courage, hein. Juste, Eric, si je peux juste ajouter deux mots. C'est la toute dernière, après je coupe la parole et je vous change. Il faut la conjonction en fait de deux choses. Tout d'abord, le peuple lui-même doit manifester, et quand on dit manifester, il doit vraiment manifester, et vous devez toujours arriver à bouger les Américains. En ce moment, c'est intéressant. C'est mieux que c'est dormir. Hein? Je vous assure, sinon, c'est difficile. Vous savez, quand on parle du dossier d'Anne Gertler, en 2012, en avril 2012, à travers un ami, bon, j'ai découvert toute cette nébuleuse des sociétés Gertler et tout et tout. Et, vous savez, avec mon caractère de révolutionnaire, j'avais écrit à celui qui représentait les intérêts du Congo au Fonds monétaire. Pour lui dire ce que vous réalisez dans mon pays, voilà, il y a un monsieur, regardez la constellation des sociétés et tous les actifs miniers que ces sociétés-là ont, et tout et tout. Ma lettre a été réceptionnée, j'ai essayé d'avoir un rendez-vous, il ne m'a jamais donné de rendez-vous.
hein. Puis un ami américain me dit non, laisse, on va aller voir un sénateur, le sénateur Coburn. C'est ce sénateur qui a interpellé leurs représentants au Fonds monétaire. Et c'est ainsi qu'on a utilisé seulement un dossier, le dossier Comidé, à l'époque, en 2012, pour bloquer un peu les accords qui étaient sur le point d'être signés encore avec le Fonds monétaire. N'eût été ce sénateur, rien ne passait. Et je crois que, vous savez, aujourd'hui, c'est une chance d'avoir le Congo n'est pas à vendre, et c'est une chance aussi que l'initiateur Jean-Claude Poutou, bon, il était déjà connu des Américains. Il avait déjà euh, il avait ce reliability au niveau américain et qui fait que ça, le travail qu'ils font actuellement, tous a une grande portée, mais nous sommes à un niveau où le peuple doit encore aller dans la rue ou faire des sit-ins pour dire au monde entier qui est très au courant de toutes ces choses que voilà, écoutez, ici ça ne va pas. Martin va organiser un sit-in devant l'ambassade chinoise. Je sens que se prépare déjà. Il n'accepte même pas une invitation. Merci beaucoup. La nouvelle Merci ambassade. beaucoup à tout le monde. Merci à toi en ligne. On espère que les responsables du gouvernement ou ailleurs vont continuer à financer Center pour stimuler le suivi d'analyse des compagnies. Merci beaucoup. Je pense. Merci.